OK, alors après la réunion à l'ordre, de sorte qu'on peut avoir des problèmes techniques, so si vous êtes sur les ondes, on va faire d'essayer de regarder sur l'Internet, de sorte qu'on prend, vous allez avoir l'audio, mais pas la vidéo. Mais ça va faire d'essayer de travailler là-dessus dans le temps qu'on reparle. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par Danny, appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? Carl? Oui, Monsieur le Préfet, une motion qui va être faite pour les Jeux de l'Acadie. Puis le remettre aussi le comité des Jeux de l'Acadie, ça fait que ça va faire un conflit. Merci. Quelqu'un d'autre? Eric? C'est la même note. Moi, je travaille pour le CSAP pour les opérations, puis je suis direct impliqué avec les Jeux d'Acadie, donc me déclarant un conflit d'intérêt. Alors, la 3.1, interdiction proposée sur les films en plastique, Gus Green, so you can come up and make your presentation. Thank you very much. First of all, let me say thank you to Council for finding time for me tonight. I know you have a full agenda, so I'll try and be as brief as possible. One quick disclaimer. WasteCheck did not originally prepare this presentation. Hold on, sorry, your computer wants to reboot. Okay. It was originally prepared by our colleagues in the Valley Waste, and they were kind enough to share it across the province for other regions to use. So we've just taken it and updated it with some statistics for WasteCheck. So, plastic film. Can everyone hear me okay? Okay. What is plastic film? Well, the obvious answer is the shopping bags that everyone talks about, the Sobeys bag, the Superstore bag. But really, that's just a fraction of the film plastic that's in our recycling stream. There's also what we call overwrap. That's the plastic that's around your paper towels and your bathroom tissue when you buy it. There's pallet wrap, even the bags that frozen vegetables and things come in. And of course, the blue bags we collect our recycling in, those are film plastic as well. So why are we talking about film plastic? Well, China announced back in July of 2017 that they were going to ban the importation of a lot of scrap or recycled material, including plastic film. Now, the reason why this is so significant is that China makes up over half the world's market for this product. Now, there's still some uncertainty on how long the ban will be in place and how strict they will be enforcing it. We all know China is a manufacturing company, and their manufacturing industry really needs a lot of this material. So we're somewhat optimistic that this is something that will be worked out in a fairly short period of time, but at this point, no one really knows. And it's relevant to remember that in Nova Scotia, plastic film is banned from landfill, so we're not allowed to send it to landfill. So the current situation worldwide, some recyclers are diverting material to other countries, India, Vietnam, Malaysia, Mexico, and some other countries that perhaps are not really well known for their environmental standards. So that's causing some issues as well. One of the issues that China had with the film plastics, there was a lot of contamination in it. So recycling facility operators are slowing down their sorting lines, putting more people on there, trying to make a cleaner product in the hope that China will start taking it again. In some areas where the material is not banned from landfill, people have just started excluding it from their recycling stream. So in Nova Scotia, facilities in Nova Scotia are stockpiling plastic film. If they have indoor storage, that's not an issue in terms of the quality of the material. If it's stored outside, then quality becomes an issue because the UV tends to break the plastic down. You can store it inside, and it remains a very quality product, but of course it does become a fire hazard at a certain point when you're stockpiling plastic. Halifax has requested of the province the permission to landfill this material, and the province has granted that permission for a 6-month period. At this point, we don't believe Halifax has actually done that. I don't think they've landfilled any yet, but they did seek the permission from the province, and it was granted. Now, our recycling contractor here, Scotia Recycling, is not supportive of landfilling the material. They're still stockpiling and hoping to find markets.
So management of plastic film in our region annually, 193 metric tons of plastic film gets recycled, but we estimate there's probably still 1,000 tons that's going into landfill in our region. Nova Scotians tend to use between 3 to 500 million shopping bags annually. It's a rather staggering number. And the other consideration is litter. Everyone's seen a plastic bag in a tree, and the fact is they don't break down. It takes 1,000 years for them to go away, and they never biodegrade. They just break into smaller and smaller fragments. And of course, we've heard most recently that they're finding what they're calling micro pieces of plastic in our bottled water supplies now. So plastic is everywhere in the environment. It's not going away. In the waste hierarchy, we always traditionally produced reuse and recycle, but now we're really looking at the reduce side of things. Reduce first. If you don't need it, don't take it. And then reuse if you can, and then recycle comes a little further down the chain, and disposal is the very last option we want to consider. And again, our goal is waste reduction. Recycling and even waste to energy and certainly landfilling are sort of the last things we want to look at. So reducing our use of plastic bags it's an easy place to start. Single-use bags are inefficient. Most places provide the reusable bags, and some retailers like Costco have never ever supplied bags. So really, there's a lot of things you can do. Consume less. Again, that's our big message. Refuse a bag if you don't need it. Some stores are like Walmart now are charging a voluntary fee of a nickel on a bag. They've reduce their consumption of plastic bags by 50% by doing that because people don't want to spend the nickel. I know I've been seen carrying armloads of packages out of Walmart because I wouldn't pay for the bag and I forgot to bring mine. So there's a couple of options on the table, and one is banning single-use plastic bags. The reason we're talking about this is January 11th, 2018, the Minister of Environment from Nova Scotia, Mr. Rankin, asked the Nova Scotia regional chairs if they would be supportive of a ban on these plastic bags. And for anyone who doesn't know, the province of Nova Scotia is divided into 7 waste management regions. Every region has a chair. Ours currently is Leland Anthony from Yarmouth. And those regional chairs meet on a regular basis. And the minister considers them to be the primary conduit of information from government back down to the municipal units. So when the minister asked the regional chairs if they would support a ban on plastic bags, the regional chairs decided they had to go back and ask their individual municipal units because they can, the chairs don't have the authority to commit municipal units to something like that. So that's why we're talking to our individual municipal units and asking them to make the decision. Are you supportive of a ban on plastic bags, or do you not want to support a ban on plastic bags? There's other options that are being considered. One is incentive programs. Again, I mentioned the Walmart example. Bulk barn is another one. So we can leave it up to an incentive-based program as opposed to banning material as well. And voluntary participation, in other words, education, trying to get retailers to provide other alternatives, maybe paper bags. But again, we tend to fall back on education quite a bit. So this is the official position of the Retail Council of Canada. And this is their list of points and the order in which they would do them. They would like to see, their first choice would be mandate businesses develop an individual plan for their own business on how they would deal with single-use plastic bags. Their second choice would be if there was a requirement that they have a voluntary fee on the bags. And their third and last choice would be that a mandatory fee be imposed upon them. And under no circumstances, apparently, do they support that those fees be collected and remitted to government because they say it would create too much administrative burden. I'm not sure of the legitimacy of that claim since most of them already do it with pop cans, and it doesn't seem to put anyone out of business. But that is the official position of the Retail Council of Canada. And their other thing is that if jurisdictions are considering a ban, they would like to see them harmonized. And right now, the City of Montreal has imposed a ban on plastic bags, and the Retail Council of Canada is suggesting that if you're going to implement a ban, then you should follow the same rules as Montreal, basically.
So moving forward, it's important to remember that any municipality can legislate a ban or put a fee in place through bylaw. But obviously, a provincial-wide approach is certainly more beneficial than 50 different municipalities trying to do something different. So again, the regional chairs are just looking for your opinion on the topic. What regional chairs really do support is an extended producer responsibility program. I think that's really the end game here. Most of Canada, in fact, everyone except Atlantic Canada and Alberta already have extended producer responsibility programs in place. Last year, those programs paid out over $300 million to municipalities in Canada, and Nova Scotia got none of that. And in all likelihood, everyone in Nova Scotia is paying the fees on these products. We're just not reaping the benefits of it. So what we know, Region 1, which is Cape Breton, hasn't talked about the issue yet. Region 2A is supporting EPR. Region 3, they haven't decided. Region 2B hasn't decided. Region 3, yes for EPR. Cumberland, Amherst, Town of Truro said yes. The Town of Oxford, I think, said no. Region 4 supports, that's HRM, supports extended producer responsibility. Region 5 says yes, and I have their resolution. Region 6 said yes, and they have their resolution as well. And in Region 7, the town and municipality of Digby have both passed motions supporting a ban on plastic bags. Our understanding is the town of Yarmouth has also passed one. Municipality of Yarmouth has passed a motion supporting extended producer responsibility, but not necessarily a ban on plastic bags. And Municipality of Argyll and yourselves are still talking about the issue. So this is the resolution that was passed by Region 5. It's a little wordy, so I won't read it for you, but that's the wording that they used. So if anyone has any questions, I'll do my best to answer. Any questions? Brian? Can you talk about a little bit about more about the EPR and how that? Again, it's short for extended producer responsibility, and the idea is right now responsibility for the end of life of products, packaging, and that materials rests with municipalities. The consumer buys it, and when they're done with it, they put it curbside, and then municipalities are responsible for the cost of dealing with that material. The purpose of extended producer responsibility is to shift that responsibility from municipalities to the retailers and the manufacturers who put those products into the marketplace in the first place. So it's really just intended to reach the really big ones, the Unilever brands and the Crafts and the huge retailers like Walmart and that sort of thing. But again, it's to make them responsible. And what happens is they incorporate these costs early on in their product modeling. And we're talking about very, very small unit fees here. My favorite example is the Kraft Dinner Box. I think the fee they pay on that is 1/100th of a cent per box. But again, volume-wise, it adds up. It's estimated here in Nova Scotia, if the province introduced EPR, we'd be looking at about $16 million paid back to municipalities. Obviously, that's not going to cover the total cost of your waste management system, but it's a significant amount of money. And again, it's that whole paradigm shift of making the people who put the material out there responsible for it, as opposed to having the municipal taxpayer responsible for it. As-tu d'autres questions? Okay. So you mentioned that Halifax was allowed, given permission to put their plastics in the landfill. Do you know how much they'll be allowed to? Is there a certain amount of certain tonnage that they'll be allowed to put in it, or it's whatever they have? The exemption was not granted on a tonnage base. It was just on a calendar time basis. So for that 6-month period from the time of the approval, they can landfill. My understanding is as much as they have. But again, Halifax is trying to avoid doing it, and they are trying to find alternative markets for the material.
For what would be the percentage of plastic bags in the plastic itself, like the bulk of it, that we'd be saving? The percentage of plastic film is actually quite small. It's, I think, probably in the ballpark about 5% of the total volume of recyclables we collect. So it's really a very small amount. So it's not a huge impact on the programs overall. But it is important to, when I want to bring back EPR again, the EPR that we're talking about is for what they call printed paper and packaging. So that would essentially cover everything that's collected in your blue bag in Nova Scotia. Whereas, again, the plastic film, very small amount volume-wise. So the blue bags that we're using now would be banned if we decided to go. What's replacing what would be replacing those bags? Because I think people would just burn it myself. I don't know, but what would be replacing those? Well, specifically, the minister is talking about single-use shopping bags, carry-out bags, so things like clear bags and blue bags would not be included in it. In fact, again, they haven't actually brought forward a plan yet, so we don't know exactly what would be included in it. But if they do follow the Montreal example, the Sobeys bag itself that you carry out to your car would be banned, but those bags in the produce section for your fruits and vegetables would still be available. So it's specifically targeting those bags that you carry from the store to your car. Any other questions? On the question of EPR, like you said, that fee is already on probably every package we buy in Nova Scotia, so it doesn't make any sense that we wouldn't support having that, because essentially we're paying it and then the company gets to keep that. I know it's not a lot of money, but it would make a huge difference for municipal units. You're absolutely correct. I mean, it's not significant to those companies, but it'd be very significant to municipalities in Nova Scotia. At one point, a couple of years ago, the province announced that they were going to go forward with extended producer responsibility, but unfortunately, some very inaccurate messages got out in the media that extended producer responsibility was going to mean the death to small business in Nova Scotia, and for some reason, that message seemed to resonate with government, and they essentially ran screaming away. The reality is, when we look at these other jurisdictions across Canada, that extended producer responsibility has no impact on small business whatsoever. There's a multitude of protections for small business built into these programs, one being de minimis, which is just a threshold, really. In most of these programs, you have to have over $2 million in sales before you'd even be considered. There's what they call a single storefront exemption, so if you only have one location, you can sell $50 million and you still wouldn't be impacted because you just have the one location. So there's multitudes of provisions in these programs for small business. In British Columbia, which is the most recent province to bring in their EPR, I can't tell you, I don't have the numbers in front of me, but I can remember the percentage. I can't tell you how many businesses they have, but I'm sure it's a lot more than Nova Scotia. But the businesses that pay into the Extended Producer Responsibility Program total less than 1% of the businesses in British Columbia. So these programs do not impact small business at all. If I remember the meeting we were at a few years ago, for the municipality of Clare, no business fit within that framework, so nobody from Clare or business owner would be paying. It's been a while, but If we were to support as a council, do we have any other responsibilities after we do support? What's our role in this? What's our position? At this point, the Minister of Environment is just asking the question, would municipalities offer their support? There's no actual responsibility on the municipalities if they say yes or no to the Minister's suggestion. And even if we all support it, there's no guarantee the Minister will actually carry through with it. At this point, the question is just being raised, how do municipalities in Nova Scotia feel about the concept of a ban on single-use plastic bags? I guess the question I have as well is the province looking to ban it and asking us for the support that the ban they want to impose, or essentially are they
asking the municipalities if they want a ban, and then they'll support the ban we're asking for. I know it's semantic, but essentially responsibility will lie with the person or the groups that are asking for it. I think it's fair to say that the minister is a fairly astute politician, so I'm sure those considerations have crossed his mind. But at this point, we just know he's asked the question, would we support him? And so we're trying to formulate a responsible answer to that question. Any other questions or comments? So essentially, if I saw that quite a few of the regions did support EPR, so that's another question that council could support if we wanted to. Absolutely. Yeah. And I think ultimately that's the goal here. I think shopping bags may be sort of a low-hanging fruit and an easy win for the minister, if I could be so bold as to say that. The real solution lies in the EPR, and that's what we have to keep pressing for, I believe. All right, thank you. If there's no other questions, well, I guess we'll have to discuss it further, but we have to make a decision pretty soon, I imagine. So. Thank you very much for your time tonight. Ensuite, alors la 3.1, pilote immigration Atlantique, Gina. Monsieur le préfet, conseiller, ça fait plaisir d'être ici ce soir. Je vais juste essayer de trouver la présentation. Nope, not that one. I know I sent it. Is it on this computer? Okay, no problem. Okay. Where's Naren? All right. Good evening, everybody. Unfortunately, the presentation is in English, so I'll go through the presentation. If you have any questions that you'd like to ask in French, don't hesitate, please. First thing, I hope you guys have some version of this presentation on your systems. Yes. Okay. The first slide is nice pictures of the region. Second slide is, of course, what is the REN? It's a business-facing, business-led organization there to help businesses. The next slide, I put this here because it's very important to understand that there are multiple pathways to immigration, and the Atlantic Immigration Pilot is just one of the pathways. On this slide, you can see that the dark green is the Atlantic Immigration Pilot, the light green is the Provincial Nominee Program, and the blue is what the federal government has for options. Okay, so there are many streams in immigration. Next slide. The Atlantic Immigration Pilot was designed to address the unique challenges of Atlantic Canada. It was developed by the federal and provincial governments, and it actually doubles the number of provincial nominee allocations for the province. This is a golden opportunity for us because on the next slide, we realize that this is the population for the western region, for the sector that the REN operates in. Okay, so Barrington to Digby. So about 49,000 people live in the area. What's interesting is the percentages in this slide, where 57% of our population is 45 and over.
So that tells us that in a few years, we are going to have a problem with labor force, right? And some companies already feel it now. Next slide. There's 3 streams within the Atlantic Immigration Pilot, and eligible candidates can apply for the intermediate skills, the high skill program, or the international graduate program. This is the only program out there right now that has a stream for intermediate skill workers. Okay. Key benefits of this program is faster processing. There's an interim work permit issued to the candidate. You're able to skip the labor market impact assessment. International graduates can be hired right out of school. So if they go to school at a university in Atlantic Canada, we can hire them as soon as they're done. They don't need that 1 year of work experience. It's a permanent labor force solution. So these are all for full, Atlantic Immigration Pilot is always for full-time permanent jobs, okay? What's new for businesses is it applies to a broader range of jobs. The language requirement was actually lowered a little bit to Canadian language benchmark of 4, okay, which the standard is 5. You still have to bring them up to 5, but they can come into the country at 4, okay? And that is French or English, being a bilingual country. How do we get started? Well, the first step is to apply to become designated by the province. Connect with a settlement service provider, because that's a key piece, because as much as we want to bring in these people, we want to keep them, right? We want to keep them in our region. So the settlement piece becomes very important so that they feel welcome and are able to integrate in our community and help our communities grow. Once you find your candidate, you apply for endorsement. Once that's approved, then the person is on the way. The next slide is numbers. I do have the updated numbers from last week, so I can give you those. There were 458 employers that have applied to be designated in the province, okay? There are 348 that have been designated. There were 436 endorsement applications, and of those 436, 334 have been approved right now. Okay, so it is getting more momentum, and as you can see with the numbers that you have on your slide, they increase very well over time. Like any program, it does take a little bit of time to get the ball rolling, but once the ball is rolling, then things start to fall into place. What we would ask from you to, if you could, is tell your employers about it, this program. Tell your friends, tell your centers of influence, tell your elected leaders, right? Repeat, repeat, repeat. Because if we don't take advantage of this program, well, first of all, it's going to go away. And with the population the way it's going, we're going to have a problem with keeping our manufacturing, any kind of industry or commerce in the region, because we won't have the labor force to work. So it's important to start thinking about that. Okay. Is there any question? Est-ce qu'il y a des questions? To become designated, you become designated if you ask a company if it's to become designated because they're interested in finding candidates. Then they find candidates. At what point in time do they become a permanent resident of Canada? Like, is it if they're accepted through their application, or what? How does that work? Well, first of all, the company has to apply to be designated. Once that, it's a relatively simple form, okay? It's very high-level information at that point. Once you apply for the endorsement piece,
then it goes down to the bones of the situation, right? You have to prove that you did advertise your job. There's checks and balances to see that you've tried to give it to a Canadian citizen first. Then if you find a candidate overseas or from another country, you make a job offer to that candidate, you apply for endorsement to the province approves your endorsement and approves your job application once they've looked it over. Once that's done, you can apply for a temporary work visa to get the person here a little bit faster, or you can wait for their permanent residency to come through. In a normal stream, it takes between 18 and 24 months to get permanent residency. With the Atlantic Immigration Pilot, they're telling us about 6 months, right? So it's a lot faster. It's a lot faster processing. It's much quicker to get the person here. They've streamlined a lot of things, but the province does do a lot of checks to make sure that things are in order. And of course, the coming immigrant has to be vetted by the federal government also. Right? Along the number 1 highway, I'm sure you've seen businesses here, and they're quite busy, and I'm sure they could benefit from this program. Do you agree that they would benefit and could use this program to get more employees? Definitely. I think every business, I'm just making sure, I think every company should be, look, because it's a two-part situation, the designation piece of it being the first part, I look at it as a tool in your toolbox, right? You get designated, and then if you have a labor need that you cannot fill, then you have that tool that you can use that's there. Because if you get designated, you're designated for the length of the program, which is a 3-year pilot. We're 1 year in, so there's 2 years left. So it gives the opportunity to, if you have a need to use it, then you can, right? And yes, I think there's quite a bit of industries in the region that would benefit highly from this. Because we have to remember, this program is made not only to bring the person in, because that's one thing. Bringing an employee in to work, and that's one thing. But this program is made to bring their entire family, right? So when you're talking about that first employee that you made the job offer to, well, if that person has 2 children, a spouse, you're looking at 4 people, right? So that's more people in our schools, more people in our grocery stores, more people in buying clothes, more people paying taxes, more people, right? So it's more people in our community, helps the community grow, and helps us be a little more diverse. I agree that they would benefit. I guess I was just wondering how much of a process, and if it's worth, I'm sure there's a lot of time involved. Well, the initial part is very, it's not very complicated, okay, the designation part. Of course, recruiting internationally and finding your candidate and then processing them in, it is immigration. It is a process. But this program is very streamlined. I remember back in the day, I used to own a Chinese restaurant, and we'd bring in cooks regularly. And at that time, it was a 2-year process minimum, and the paperwork was mountains, right? And it was very expensive. This program really, there's no cost to be designated. There's no cost to be endorsed. There is a minor fee for a temporary work visa. And then depending on the settlement plan or the settlement agreement that the employer and the employee agrees on, then that might depend, right? But there's really no upfront cost. You're welcome. D'autres questions, Hector?
I was just wondering, do you have an idea of how many people you would like to bring in? You must have a number somewhere down the road in 3 years, how many people you would like to bring in? Well, there's what, the goal of the province is to bring in an additional 800 people per year with this program. That's a very good goal, and that's for the primary applicant, right? We have to remember that, because the numbers I gave you was all for the primary applicant. If that person has 4 or 6 people coming in with them, it's that much more in our communities. My opinion is if most of our local businesses would just hire one, and that person brings in 3 to 4 people, think about how the growth of our area would be, right? So what I want is irrelevant. It's to fulfill the needs and the labor needs of our employers and make sure that we keep those industries here. Do you have any idea how many people are needed in Southwest Nova to fill the jobs that are coming up? I do not have that number. That would be a very interesting number to look at. I do not have that number present yet. As-tu quelqu'un d'autre? Ivo? What do you have in place? What is there in place now for the settlement services organizations and stuff to help them once they get here, like to make them feel at home and stuff like that? Well, there are different community groups, of course, that have been established. There's one in Clare. There's also the YMCA through the Y Reach program. There is a person in Yarmouth. There's a person in Digby at their YMCAs, of course. There's also ISANS, which is the provincial body. And there are many other organizations across the province. It's actually pretty impressive, the support that we have in place for these newcomers, from education for language improvement to the settlement service piece. There's many programs out there to help facilitate their inclusion in our community. Do you get much feedback of what's the families are thinking? Are they liking it? Is the feedback pretty good coming back from that? Or? We're lucky because in Canada we have a very attractive environment for people to come in. Most people that are here enjoy it and are thriving. I mean, if you look at there's always, you hear all these success stories about immigrants coming in and starting businesses and growing and helping their communities. That happens every day. I mean, we're basically all immigrants, right, at some point. Or there's an immigrant in our ancestry somewhere, right? So I think bringing people in, helping them grow here as Canadians will help us grow as a country. D'autres questions? The question around settlement services, I was at a session this morning on housing needs. That's always a big issue to find adequate housing. Who has the responsibility to make sure that they do have a place to live that is adequate? Well, like any other person, it's your responsibility to find your housing. Now, part of the settlement plan might include helping to find housing on a temporary basis until they find something they want, right? Because I mean, we live in Canada, freedom of choice, right? So the settlement plan, the way it's built, it highlights the key things that will help the person assimilate, which where to bank, where to find doctors, where to find dentists, schools, everything. Housing is a piece of it. Transportation is another piece of it. But it's transition
there's a transition between when they come in and when they actually live here, if you understand what I mean. So yes, there's advantages for the employer to help find a temporary place, but you don't necessarily have to pay for it, right? There's a difference there. Just to make, so they don't have to have a place before they come. They can come, and once they're here, they look for a place versus, okay. Eric? You touched a very big one though a few minutes ago. You know, when you're talking in Canada and Nova Scotia, we do have a shortage of family physicians. So you bring these people in, are they guaranteed to have a family physician? What's the province's take on that? No, it's like any other person, right? They go on the list like any other person coming in. But we have to remember that even if we don't necessarily have a family physician, being here, we have the ability to go to the hospital and get treated, which in many countries that just doesn't happen. So, I mean, for some people to come here is a great advantage. I guess my question was if they had some kind of a special program with doctors for these people. That's Not that I know of. Okay. Yeah. As-tu d'autres questions? Sinon, merci pour la présentation. Certainement, c'est un beau programme. Tu comprends les besoins de Clare, soit fait d'en prendre davantage. C'est ça que je sais. Ça, c'est continue le beau travail. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir d'être ici ce soir, puis passer une bonne soirée. Excusez. Ensuite, allons les 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 21 février 2018, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Yvon, appuyé par Danny. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 4.2, le 7 mars 2018, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Moved by Danny, appuyé par Carl. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, programme de redéveloppement, Believers Cove Development Commission. Stéphane, voulais-tu? C'est juste un suivi à l'une de nos réunions récentes. On avait reçu une présentation du Believers Cove Development Commission par rapport au projet de Jean Béliveau, du bateau de Jean Béliveau. C'est un projet que la municipalité, il y a quelques années, avait appuyé. Ou le conseil, dans le temps, avait approuvé une contribution de 150 000 étalée sur une période de 5 ans, alors 30 000 $ par an pour 5 ans. Depuis ce temps-là, il y avait eu des délais dans le projet. Il y avait, parmi autres choses, tout l'effort pour prendre possession du bateau. Ça prouve être un défi, mais là, la commission a maintenant réglé ce problème-là. Alors, ils sont prêts à aller de l'avant avec le projet. Et comme ils ont assuré lors de leur présentation, ils sont en discussion à l'heure actuelle avec l'APEC et avec la province. Et la question à nous autres, c'est tout simplement, est-ce que le Conseil appuie encore le projet? 2, est-ce qu'on est encore prêt à contribuer ou honorer la contribution de 150 000 vers le projet? Alors, mais essentiellement, le programme à table à l'eau, sur l'appui du Conseil a disparu avec, puisqu'on a appuyé la CRIA, puis là, le programme a tombé, puis là, c'est qu'il doit resoumettre le programme, là, il faut qu'il demande de nouveau. Ça qui a été approuvé sur les livres plusieurs années passées, il faut que ça soit réapprouvé par le Conseil. Oui. À cette heure, le groupe où ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont en train de monter une demande de financement de projet.
Puis lors de la dernière, lors de leur présentation, la manière que ça va être laissé, c'est qu'il y avait une demande de faire au Conseil pour une contribution de 150 000. Et le Conseil, dans le temps, avait remercié pour le groupe pour leur présentation. A dit que le Conseil reviendrait avec une décision par rapport à oui ou non, est-ce qu'ils sont prêts à appuyer le projet pour une somme de 150 000 $. Alors, moi, je me rends compte avec le groupe demain. Je sais qu'il y a eu des réunions avec l'APK et la province aujourd'hui. De ce que je comprends, la contribution de l'APK et de la province ne sont pas confirmées, mais il semble avoir de l'intérêt de la part des deux groupes pour poursuivre une demande de financement. Alors, la question que moi, je vais me faire poser demain, c'est essentiellement, c'est quoi la position du Conseil par rapport à un financement potentiel pour le projet? So, Yvon? Ils avaient évolué au 75 par an, puis c'était sur 2 ans, c'était ça qu'ils avaient proposé, c'était pas... Lors de leur présentation, eux autres sont basés sur le même montant puis les mêmes conditions que leur demande originale, qui était 150 000. Leur demande, c'était de garder le même montant, de 150 000, mais au lieu de l'étaler sur 5 ans, si le Conseil serait prêt, dans ce cas-ci, de le répandre sur une période de 2 ans. Alors, 75 000 $ par an pour 2 ans. À titre d'information pour le Conseil, le programme a un bureau, si je peux le trouver ici, c'est un bureau total de 672 113 $. La demande à l'APK serait d'environ 50% de ce montant-là, alors 336 000 $. La demande pour la province sera de 118 000, presque 119 000 $. Le groupe s'est dit prêt à financer un 10% du projet, 67 211 $ environ. Mais ça, c'est en prenant pour acquis que la municipalité sera prête à contribuer une somme de 150 000 $. Do they need the guarantee of the 150,000 from us to leverage funds from MCOA? I don't remember some of the details, so. No, it's certainly one of the things that ACOA or even the province will look at once they do consider the application is who are the other funders around the table. And certainly if those funders, whoever they may be, have confirmed their contributions towards the project, then that, certainly helps the process along or, accelerates the process. But, I know ACOA in the province, I would assume, will be looking for, as they would with any project, what's the level of, community support for this project. And, typically when you're trying to assess community support for a project, you will look to see if the municipal government is supportive, so. Quelqu'un d'autre? Nef? Je crois que pour avoir, si ce projet-là se faire en 2 parties, avec le premier projet, peut-être le bateau et la bâtisse et tout ça sur le cas. Puis là, le deuxième projet de 2 ans après, ça fera peut-être l'autre projet qu'ils voulions faire. Il faut prendre en considération que le cas appartient à la municipalité. Et sur le côté de la Lighthouse, ça commence à être pas mal miné. Là. Je sais pas, ça va peut-être à coûter de quoi dans ce projet-là qui nous aidera à chance pour du cas-là, parce que ça a fait cet effort, ça va nous coûter cher dans le futur. C'est qu'on le fait d'un point à cette heure, là, ou dans le futur proche. Je pense que peut-être que ça fera un projet qui ira de 4 ans, mais moi, je crois que si la province est pareille et la PK est pareille à mettre de l'argent, moi, je suis pas à les supporter. Ça, c'est moi. Quelqu'un d'autre? Brian? Moi, je supporte l'idée du projet parce que ça mène à un bateau et ça va attirer du monde à la communauté. Pour ce qui concerne le financement, je ne sais pas si on pourrait avoir
peut-être une recommandation du directeur général, si qu'on peut, notre budget ne le permet, juste qu'on prend le financement, si qu'on supporte le projet. Ma recommandation, puis certainement, ça sera au Conseil, d'ici à l'approbation du Conseil, mais la recommandation, ça sera que ça sera pris de notre capital reserve. Ça sera essentiellement la construction d'un édifice qui sera une des éléments majeurs du projet. Alors ça sera approprié, que ce sera un projet capitaux qui peut et qu'on le prenne de cette réserve-là. On parle également d'un sentier pédestre, d'un walkway, et de réparer possiblement l'autre section du quai, y inclut des rénovations au fort. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que ça devrait être pris du capital reserve. Qu'est-ce qui sera le pourcentage de notre contribution? C'est-il calculé ou? Les chiffres, je n'aurais pas calculé le pourcentage, mais peut-être même moins, peut-être plus à l'entour du 20%. Je peux certainement vous fournir ce chiffre-là. Moi, une petite inquiétude autour du programme, c'est le fait qu'il allait faire le programme et là, nous le bailler après qu'il est fini avec le bot inclus. De ça, j'ai compris de leur présentation. Puis ça ne veut pas dire que ça nous coûte 150 000. Ça veut dire, je ne sais pas quoi ça nous coûte, honnêtement, ou quoi ça veut dire. Puis ça, c'est une question, par rapport au bateau même, c'est que on a posé la question au groupe, parce que leur intention, comme le préfet a soulevé, c'était de nous passer le bateau et qu'on soit responsable pour l'entretien du bateau, y inclut l'assurance. On a demandé au groupe de nous fournir plus d'informations par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, surtout au niveau de l'assurance, qu'est-ce que ça représente comme un coût annuel. Et pour nous autres, c'était une question importante. On n'a encore pas eu la réponse. C'est pas par un manque d'effort de leur part, simplement c'est que c'est quand même un item qui est assez unique. Alors que pour le faire évaluer par quelqu'un de qualifié, pour ensuite qu'ils peuvent nous dire ça vaut tel montant, puis là l'assurance peut nous offrir une opinion. On n'a pas eu ces informations-là encore du groupe. Ça ferait peut-être une bonne idée avant que vous ayez une réponse qu'il y ait eu cette information-là. Et puis que d'autres informations, c'est quoi ce qui arrive, c'est qu'il y a un accident sur le cap, puis c'est nous autres qui sont vous. Je veux dire, ça va être de mettre la hand dedans, puis c'est bon programme. Mais il faut que ça apparaisse, il faut que ça c'est bien mis. Pour ce qui est du cas, le cas nous appartient à nous autres à cette heure. Les assurances, on est couvrés pour si vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive là. Si il y a comme si on rajoute un autre édifice au parc, le parc c'est à la municipalité, alors on a des assurances pour. Alors ça tombera sous ce Maverick, ça représentera également une augmentation parce que on aura un édifice d'une certaine superficie, d'une certaine valeur, qu'il faudra qu'on ajuste nos assurances en conséquence. Le bateau sera l'oreille. L'intention, ça sera de l'oreille à l'intérieur de l'édifice. Le bateau va vraiment avoir de l'eau. Mais pas, il y aura sûrement un impact sur notre prime d'assurance. Tous les coûts de maintenir l'édifice pour le bateau, là, ça table, tout ça sur la municipalité après que c'est bâti, tout ça, ben. Oui, l'intention, c'est que ça sera traité comme nos parcs municipaux, là, semblable au fort au Cap-Saint-Barry. Et autres, on sera responsable pour l'entretien du parc. Mathieu, quelqu'un d'autre? C'était le consensus du Conseil que Stéphane trouve l'information qui nous manque avant de faire des décisions. Ensuite, alors, la 6, rapport des activités du préfet. Le 24 et le 25 février,
m'est rendu à Sherbrooke, Québec, avec Jimmy McAlpine, le préfet de la municipalité de Dick Bay, et Gordon Wilson, notre MLA, pour rencontrer les étudiants qui sont en médecine à Sherbrooke. C'était une petite soirée, comme que vous en avez parlé une couple de réunions passées. Il y avait 10 étudiants là. La majorité venait de la province de la Nouvelle-Écosse ou avaient étudié à Saint-Anne. Ça, c'est toutes des jeunes qui sont en fait étudiés en France, à Oberon, qui s'intéressent à la région. Ça veut dire que c'était une vraiment bonne soirée. Et honnêtement, il y a des jeunes là qui pensent de s'en revenir à la région. Mais il y a encore quelques années à venir avant qu'ils finissent. Mais c'était certainement une bonne activité. Le 27 février, j'ai assisté à une réunion à Yarmouth organisée par Environment l'environnement et le changement climatique Canada pour explorer la possibilité d'avoir un Doppler radar dans le sud-ouest. Je crois que c'était supposé être à l'aéroport à Yarmouth. Mais essentiellement, c'est une grande discussion à propos de ce qu'un Doppler radar fait. Puis ça peut pas, comme il y a beaucoup de pays, ils pensent au marine forecast, puis c'est pas trop accurate. So, mais Doppler, plus ou moins, c'est pour la neige, la pluie et tout ça. On peut voir des storms de neige et de pluie, mais en termes de vent, c'est pas être quoi des hurricanes ou rien de même. So, alors, quoi qu'il y avait un consensus là qu'un Doppler, à la point, ça n'a pas solvé le problème que beaucoup de la région ont en termes de, pour la pêche surtout. Et alors, quoi que ça qui garde à plus, c'est à peut-être mettre plus de bouées dans l'océan lorsqu'on pourra avoir des forecasts plus accurate parce que tu pourras voir ce qui se passe là. Puis ça pourrait être communiqué plus vite. Mais essentiellement, après la réunion, c'était pas mal qu'il n'y aurait pas de Doppler radar sur le bout de la province. Le 13 mars, assisté à une réunion de Harborside Lodge à Yarmouth. Le 16 mars, j'ai assisté à une session d'engagement organisée par le Canadian Nova Scotia Offshore Petroleum Board pour donner l'opportunité aux municipalités de poser des questions et d'exprimer leurs inquiétudes reliées à la demande d'autorisation d'exploitation déposée. Essentiellement, le BP, British Petroleum, a appliqué pour des licences pour driller pour du huile, offshore oil and gas. So, partie de leur mandat, c'est parler au public, parler aux différentes organisations et essentiellement parler aux municipalités. Mais ils ne cherchent pas si ils sont en faveur ou contre. Plus ou moins, l'offshore, le Canadian Nova Scotia Offshore Petroleum Board, je travaille au-dessous de la législation canadienne et provinciale. Puis tant qu'à moi, l'impression que j'ai eue, c'est pas différent qu'un building inspector lorsque si tu rencontres tous les exigences, ils te donnent ton permis. Ben ça, c'est semblable. Parce qu'une compagnie, il y a des quartiers qui sont ouverts pour appliquer pour des licences. Il y a des critères qu'il faut rencontrer pour pouvoir driller là. Puis plus ou moins, si tu rencontres ces critères-là, tu vas avoir une licence. Mais il faut dans des certaines normes. So, plus ou moins, ils cherchent plus les inquiétudes. J'ai eu 3-4 courriels un matin de la board que je vais tous vous envoyer. Il y a beaucoup d'informations, so vous pourrez passer en travers de ça. Le 16 mars, j'ai passé en entrevue avec CBC pour discuter l'accord du serment d'allégeance de Solomon Meyer et de l'importance de ce document pour la communauté. Le 21 mars, aujourd'hui, assiste à une session d'engagement communautaire portant sur l'argument sécuritaire et abordable à Yarmouth. Vous en souvenez, aviez payé, aviez donné du financement, quoi que c'était 12 ou 1500 pièces? 1150. C'était à plusieurs municipalités pour faire une étude sur housing, affordable housing. Ça, c'est la première ébauche qui a sorti. Ça, c'est plus, ça garde toute la région ensemble. Mais ils nous ont dit un matin que l'information spécifique à Clare devrait sortir cette semaine,
qui garde ça. Et le document, je vais le mettre sur mon bureau si vous voulez passer à travers. Et je crois que vous en aurez peut-être eu une copie par courriel, je ne suis pas sûr. Puis après-midi, 21 mars, je me rendu à Shelburne pour... c'était une présentation organisée par le Campaign to Protect Offshore Nova Scotia. Plus ou moins, c'était, au commencement de la semaine, c'était Petroleum Board, soit ça, c'était le Council of Canadians et différentes organisations qui opposent offshore drilling, oil and gas et les raisons pourquoi. So, avoir certainement vu les deux bords de l'argument. Et en disant ça, c'est pas dans le rapport, mais notre suggestion, il y avait moi et il y avait les différents préfets de Argyle, Barrington, Shelburne, Yarmouth, c'est qu'organisions une meeting probablement au Conseil, dans la chambre du Conseil à Yarmouth, que la Petroleum Board va faire une présentation, puis que tous les conseils furent invités, puis tous les conseillers, puis que ça fut télévisé. So, ils ont fait d'essayer d'organiser ça. So, par nous autres, comme préfet, nous sentions mal à l'aise. Nous avons assez d'informations, c'est possible de venir au conseil, puis vraiment communiquer ce que nous avons communiqué. So, il faudrait que tout le monde puisse entendre le même message. So, ça, c'est plus ou moins mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, cette présentation officielle des membres du Conseil. Hector? Oui, Hamad Fri, c'était Tristan Deveau de la Pointe qui a gagné 3 médailles d'or au national à Halifax 2 semaines passées. La première médaille d'or qu'elle a gagnée, c'était sous 21, 55 kg. La deuxième médaille d'or qu'elle a gagnée, c'était 18 ans plus, 55 kg, et elle a aussi gagné dans la médaille d'or pour l'équipe. C'est la première personne de la Nouvelle-Écosse qui a remporté 3 médailles d'or au championnat national. Elle m'a aussi dégoûté que c'est Tristan qui est capitaine de l'équipe de la Nouvelle-Écosse depuis 4 ans. Elle a vraiment bien fait et j'aimerais proposer que le Conseil peut lui donner un certificat de reconnaissance et maintenant le Conseil pour ça. Elle m'a aussi dit que Denise Thibault de Sonneville a gagné le bronze dans le youth dans 40 kg. Merci. Vous êtes tous d'accord de faire un certificat? Y a-t-il d'autres présentations, Carl? Merci, Monsieur le Préfet. Le 22 février, je suis rendu à une réunion pour le réseau santé. Et le board du réseau santé, j'ai été invité à une réunion. J'ai assisté à ça. Le 24 février, j'ai assisté à une workshop de sledge hockey qui est organisé par l'atelier de Clare, qui était vraiment intéressant. C'est pour ceux qui ne sont pas conscients du sledge hockey, c'est peut-être le googler, c'est justement ça a commencé pour les handicapés. C'est au hockey sur une sledge. C'était vraiment bien. On était à peu près, je dirais, une trentaine, à peu près. C'était vraiment bien. Le 8, le 8, j'ai assisté à une round table à l'Université Sainte-Anne. C'était une round table sur la santé et la santé publique, qui était encore vraiment bien. C'était bien assisté par plusieurs personnes. Le 19 de mars, j'étais à une réunion de Waste Check, notre regular monthly meeting. J'ai rien vraiment de plus à dire sur la réunion, il n'y a rien trop qu'à changer. Aussi, le 21, qui était aujourd'hui, j'ai assisté à vraiment une bonne soirée, oui, 5 à 7 pour honorer Elaine Timoth et puis Rogerette Leblanc. C'est organisé par la Société
des Acadiens de Clare, la Société acadienne de Clare. C'était vraiment bien. Ils les ont donné des certificats et des choses. C'était vraiment une bonne soirée. Puis, en même temps, là, j'ai apporté notre certificat, c'est pas certificat, notre serment d'allégeance. Puis ça vraiment fait une hit. Le public a vraiment apprécié que j'avais apporté ça là, puis ils ont pu le voir, ça. Dernièrement, je m'a aussi dit que le 24 février, c'est déjà passé, c'était le 50e anniversaire de mariage de Yvon et Annette Thibault. Yvon Thibault, qui était nos anciens conseillers, ça fait un petit bout de temps de ça. So, je demande qu'ils ont peut-être un certificat pour le 50e anniversaire de mariage. Merci. Êtes-vous tous d'accord à envoyer un certificat? Y a-t-il d'autres présentations officielles ou des événements que vous voulez? Sinon, alors à 7, correspondance 8.1, lettre de Waste Check, directeur général Gus Green. Dear Warden LeBlanc, at their February 12, 2018 meeting, WasteCheck unanimously passed a motion approving a new solid waste bylaw. We respectfully request that your municipality consider approving the new bylaw. It is our belief that having uniform solid waste bylaws across our region will be beneficial to residents, businesses, and enforcement personnel. The bylaw has been circulated to all 6 municipal CAOs. If you would like to discuss this bylaw, or if you would like WasteCheck staff to attend a council meeting to present on the bylaw, please do not hesitate to contact me. Sincerely, Gus Green, General Manager. Je sais pas, avez-vous eu chance de regarder la bylaw, ou c'est que ça va au bylaw committee, c'était ça? Le bylaw committee, ça ne sera pas rencontré encore pour discuter la bylaw, mais on en avait déjà parlé auparavant. Je pense que l'intention, c'était que ça passe premièrement par le bylaw committee pour une recommandation avant de le présenter au Conseil pour considération. So vous êtes tous d'accord d'envoyer ça au comité? Oui. 8.2, lettre de South Shore Regional Hospital Auxiliary. To whom it may concern. On behalf of the South Shore Regional Hospital Auxiliary, I want to send congratulations on your well-thought-out program for attracting new doctors to your area. Each unique area of the province has its own problems to overcome when trying to recruit new doctors. We are very impressed with your strategy. We would be very interested in having someone from the municipality speak at one of our regular auxiliary meetings. The South Shore Regional Hospital Auxiliary is the largest auxiliary in the province of Nova Scotia. As residents of Nova Scotia, we must all accept responsibility for ensuring that the best health care possible is available in our area. Looking forward to hearing from you in the near future. Please see my contact information below, or feel free to email Auxiliary Secretary Karen Tippert. Yours very truly, Sharon Ritzy, President, South Shore Regional Hospital Auxiliary. Je sais pas, voulez-vous envoyer quelqu'un parler, ou c'est que c'est plus ou moins c'est ça qui demande à un représentant municipal se rendre? Moi, je pense que le directeur général est bien au courant de tout ce qui se passe dans nos affaires. S'il peut le trouver dans son temps, lui, de se rencontrer avec eux, moi, il n'y aura pas de problème avec ça du tout. Vous êtes tous d'accord avec ça? 8.3, l'aide de l'Association Épilepsie Nouvelle-Écosse. Oui, merci. Je vais seulement lire certaines sections de la lettre. Dear Warden LeBlanc, the Epilepsy Association of Nova Scotia was created in 1980 and for 35 years has provided service and support, as well as programming for all persons who live with epilepsy, their families, and their communities in the Maritimes. The Epilepsy Association of Nova Scotia is reaching out to all maritime municipalities across the provinces to support Purple Day, March 26th. This is Purple Day's 10th anniversary, and we hope all municipalities, towns, and cities participate.
Purple Day was founded by Cassidy Megan, an 8-year-old little girl who wanted one day every year where everyone would learn about epilepsy and support those that live with this neurological condition. On June 28th, 2012, the Government of Canada created the Purple Day Act and received royal assent. March 26th is officially recognized as Purple Day in Canada. Working with Cassidy Megan, our organization approached the Anita Kaufman Foundation in the U.S., and together Purple Day is now a global initiative. It is recognized in over 70 countries and on every continent. The Epilepsy Association of Nova Scotia is asking every municipality to participate in the month of March, Epilepsy Awareness Month, and specifically show your support for your constituents who live with epilepsy. We will provide all council members with purple ribbons and respectfully request that they be worn throughout the month of March, and especially at your monthly March council meeting. We would appreciate a photo, if at all possible, that can be emailed to our address, and with your permission, we can upload to our Facebook page. Last year we did this, and you would not believe how many people from every community in the surrounding areas that contacted us and told us how much they appreciated your support. We are asking you to show support so that all persons who live with epilepsy in your municipality know that you stand beside them, and to help increase awareness, promotion, inclusion, and demonstrate support. Additionally, because this is Purple Day's 10th anniversary, we will hold our Purple Day Ambassador Conference on June 9th, 2018. This is also an opportunity for your council to recommend anyone in your constituencies who live with epilepsy or a parent who has a child with epilepsy as an ambassador. The conference will be a one-day event, and those traveling from 3 hours drive or more will be invited to stay overnight at a hotel. The conference will have informative sessions for adults, an opportunity to train as an educational consultant in their home area, and fun activities for the kids. Kids of all ages and youth will also be given the tools and training on how they too can become true ambassadors and in their home areas. We are hoping to make this an annual event. Please feel free to contact us at the address below to let us know how many ribbons you wish to have and what your plans are to show support in your community. Also include anyone who lives in your area you think would be interested in becoming an ambassador, their names and contact information. Kindest regards, Debbie Tobin, Executive Director. Merci. So, passer au prendre la photo après la réunion. Ça demande c'est qu'on veut un ambassadeur pour représenter notre communauté. Certainement, si on connaît, ils sont ouverts à si on veut fournir des noms, si on connaît quelqu'un qui sera possiblement intéressé, il sera certainement ouvert à qu'on les place en contact pour voir si ces personnes seraient intéressées de devenir un ambassadeur et participer au travail avec l'association. Comment est-ce qu'on pourra communiquer avec le public? C'est de l'afficher sur le site web ou? On peut certainement l'afficher sur notre site web ainsi que sur notre page Facebook. On a eu du succès avec ça dans le passé pour quand on a pris des photos de l'édifice municipal allumé en rose et en violet pour différents événements au cours de l'année. On a reçu beaucoup de shares, beaucoup de likes, beaucoup de feedback par rapport à ça. Le bouche-oreille, évidemment, ça se répand. C'est une bonne façon de le faire. Facebook nous a créé un outil très valable pour ça. Et moi, ma suggestion, ce serait certainement de le poster sur Facebook, au moins comme un début. Vous êtes tous d'accord avec ça? 8.5, courriel Peter Evans, je mets le point à major. Oh, as-tu manqué? OK, excusez. 8.4, lettre Employment Opportunities Partnership, directrice executive Debbie Cook. To whom it may concern, Employment Opportunities Partnership is very proud to be part of an upcoming appreciation dinner event for the first responders in Digby County, Annapolis County, and the municipality of Clare. First responders put their lives on the line for us each and every day. They are the first people on the scene when an emergency strikes. These brave individuals are always running towards dangerous situations to save and protect the people of our communities. There can never be put a dollar value on these services because without them, our communities would be in turmoil.
We don't have to risk our life day in and day out to keep our community safe. What we have to do is support those who do. For those who are our first responders and who make a positive impact on our lives every day, let's take the time to make a positive impact on theirs. Let's show them how they're appreciated. Letting the first responders know that we care can make all the difference in the world for them. They have a tough job day in and day out, yet they continue to serve and protect. A simple thank you can help keep their spirits strong. Rallying together for this evening of honor and celebration creates opportunities to collaborate, connect, and learn about the unique challenges our first responders incur. It's a collective opportunity to learn how they work through these challenges and to say thank you for their courage, strength, commitment, and sacrifice. This is our community's opportunity to say thank you for having the courage to serve and protect us and for laying your lives on the line every day for the people of the communities that you serve. This evening will consist of a dinner to be held at the Pines in Digby with entertainment. The time will be 6 p.m. to 9 p.m. on Thursday, May 31st. In order to move forward with this most important event, we are looking for support. Attached is our package for your review. Whatever you are able to do to assist in this great event will be greatly appreciated. It will be an evening of fun, laughter, food, great company, and our time to give appreciation to the people who keep us safe. We look forward to hearing from you and seeing you at the event on May 31st. If you have any questions, please do not hesitate to contact me. Yours truly, Debbie J. Cook, Executive Director. Des questions, commentaires? Ou... C'est un beau reste de leur part. D'employment opportunities, c'était une invitation ouverte. Ah, OK. Ils demandent pour des supports. Juste à titre d'information pour le Conseil, communiquer avec la municipalité de la ville, la municipalité de Digby ainsi que la ville de Digby. La municipalité de Digby n'avait pas pris de décision encore. C'était un item qui allait au Conseil pour discussion. Quand on parlait à la ville de Digby, eux autres n'étaient même pas au courant de l'événement. So, je sais que la municipalité de Digby, eux autres ont un peu de questions par rapport à qui va être là. Puis, une fois que les dépenses sont payées, l'excédent des dépenses ou le profit, où est-ce que ça va aller? Alors, il y a encore pour eux autres, selon la directrice générale, il y a encore des questions auxquelles ils n'ont pas eu les réponses. Alors, certainement, eux autres, ils n'ont pas confirmé d'appui encore, ainsi que, puis comme je dis, la ville de Digby n'était même pas au courant de l'événement. À moi, ce point est clair. C'est que tu fais un événement comme pour les marchés. Mais c'est qu'ils sont au point là, il faut qu'ils payent pour y aller. Comme nous faisons le banquet des ponts, puis alors, ils demandent de venir. Je veux dire, on dirait que c'est une manière d'une drôle de manière à... So, je ne sais pas ce que le Conseil... Voulez-vous attendre pour plus d'informations, voir ce que la municipalité de Digby fait? Et vraiment savoir... c'est que les first responders allouent au sous-pays ou comment ça va être organisé. Tous, dans les dernières semaines, j'ai eu l'occasion de parler à différents départements, surtout au niveau des pompiers, comme partie de la planification budgétaire pour l'année prochaine. Il n'y en a pas un des autres qui m'ont parlé de cet événement ici. So, je ne sais pas si c'est un nouveau... J'ai l'impression que c'est un nouvel événement qu'ils sont en train d'essayer de mettre sur pied, mais je suis pas certain à quel point que les Emergency Services Providers de notre municipalité sont au courant que l'événement va se dérouler. Alors, je sais qu'eux autres, c'est pas limité seulement aux pompiers. Ils sont en train de garder dans le sens plus large de Emergency Services Provider, qui est une bonne chose. Mais encore, là, je ne sais pas à quel point que les Emergency Services Providers Clare sont au courant et où vont participer à l'événement. À travers de mon travail d'IHS, secrétaire des événements, même avant, et puis, ça regarde, c'est qu'à Fire, EMS, c'est tout considered first responders. Puis là, ça causait des problèmes parce qu'il y avait un bord de la chambre, c'était ceux qui étaient payés, comme nous autres. Puis l'autre bord de la chambre, c'était ceux qui étaient volontaires. Puis on dirait que ça cause des problèmes que c'était une drôle d'atmosphère parce que il y avait les payés puis les volontaires, ça séparait.
je sais pas si cette cour va nous faut dedans, c'est manière de. Je sais que moi personnellement, moi, j'assisterai pas à moi parce que c'est notre faute de conflit quand à des choses de même parce que je le fais payer puis ça. So, mourir pas à moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui Merci. Hector, avais-tu de quoi? Non, Ton micro. c'est que je pense que si vous nous faisons pour les papiers, ça ferait une idée de le faire pour Social Rescue. La même chose, si le faisons pour des volontaires, puis Social Rescue, c'est volontaires, ça ferait beaucoup plus de misère à les éviter et tout. À ce manière, ça qui m'a passé dans l'idée, c'est si elle envoyait 1500 pièces pour y prendre les 1500 pièces puis inviter plus de monde aux banques. C'est ça qui m'a passé dans l'idée tout de suite. À Sturk, sur ce point-là, à Sturk, la municipalité ou que le Conseil a adopté une Emergency Services Provider Registration Policy qui est ouvert à non seulement les pompiers, mais à d'autres Emergency Services Providers comme Ground Search and Rescue. Personnellement, je pense que ça serait peut-être approprié de l'élargir. Puis si c'est quelque chose que le Conseil désire faire, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? C'est vrai, moi, ça me chambre, cet événement-là, c'est un bon événement. Ils sont tous là, ça allait marcher, puis moi, certainement, je crois que ça ferait une bonne idée. Yvo? Il y a probablement beaucoup d'overlap et tout. Je sais que beaucoup des first responders qui sont des pompiers. Ça fait peut-être pas un gros coup d'appareil non plus. « 8.5, courriel Peter Evans, Schmidt de Pointe-à-Marin. Ceci reçu ce courriel ici de M. Peter Evans. Dear Stefan, thank you for your email containing the cost estimates for Point Road provided by Spec Resources. As you know, the application was started in 2010. We have been trying to determine if there is a way to engage in a responsible and viable development in our municipality. Unfortunately, many of our requirements for the development of municipal roads have proven to be prohibitive because of the costs associated with the requirements of the bylaw. Many of our attempts at compromise have not been successful, including our attempt to have a slightly narrow road in a low-traffic area. The current cost estimate is based on an assumed repayment period of 15 years. When we last approached the bylaw committee to extend the existing 10-year repayment period, we learned that this period was not established for any particular reason and was not based on a financial requirement or rationale. We appreciate the extension of the repayment period to 15 years in an effort to enhance the potential viability of this development. However, the basis for the 15 years is no different than the one for 10 years. This should mean there is no reasonable basis not to consider a 20-year repayment period. We believe having a 20-year repayment period is the only hope of having this type of regulated development for the Point Road process in a viable manner. Furthermore, it may well be the only way for any future development in our municipality under the bylaw in question. In an attempt to bring this 8-year application process to some form of successful conclusion, could you provide a revised cost estimate based on the 20-year repayment schedule? Sincerely, Peter. So at the last, the calculation based on 20 years is not difficult to provide. I have the spreadsheet. It's just a matter of updating the information to provide what the annual payment would be. Essentially, it would reduce the principal portion or the annual payment, but it would subsequently increase the amount of interest they're paying over the lifetime, the duration of the loan. That being said, the reason I brought it before council this evening, I have yet to provide that information. And if council wishes, I'll certainly do so. But I wanted council's direction as to whether or not, in an effort to manage expectations, does council want to entertain looking at a 20-year amortization period? At the last council meeting when this was discussed before Christmas,
it was determined that we would maintain the bylaws requirement in terms of width of the road, which means that we would have to respect TIR standards, but that there was a willingness by council to go from 10 years, which is currently what it is stated in our bylaw, extend that out to an additional 5 years to 15 years. Council was fairly firm on that number at the time. We're now being requested to revisit that decision. So I'm just looking for a bit of for direction on council as to how we proceed. But essentially, my feeling is if we are considering it, then it should go back to the bylaw committee, wouldn't you say? Because it is a recommendation from the bylaw committee. I don't know. I don't know what. Ivo? Y a-t-il un mouvement sur TIR du tout, c'est qui est willing de prendre le chemin, ou y a-t-il y a-t-il pas du groupe où tu sais qu'elle les approchait, voir ce qu'il y avait de l'intérêt là pour le prendre, ou... Je n'ai pas sous l'impression que le groupe allait communiquer avec TIR par rapport au takeover du chemin. Moi, j'ai eu cette discussion avec le groupe, avec TIR. Je crois que c'était l'été passé. Comme Peter souligne dans son courrier, ça fait longtemps que ce dossier ici va. Moi, quand j'avais parlé avec TIR, il y avait le message ou la réponse que j'avais reçue, c'était qu'ils ont déjà cette difficulté de fournir ou desservir les chemins qu'ils ont déjà et qu'ils ne sont pas prêts à en prendre des nouveaux. Ils seraient prêts à négocier de prendre ce chemin ici si ils pouvaient ôter un autre chemin de la municipalité de Clare hors sur leur liste. Mais la réalité, c'est que la municipalité de Clare, on n'a pas de chemin. Alors, on n'a rien à négocier avec. Il n'y a rien à atteindre hors sur la liste. Tous les chemins dans la municipalité, c'est des chemins provinciaux ou des chemins privés. Alors, à ce que je sache, la position à TIR a point changé. Si le groupe a approché TIR depuis cette discussion-là, ce n'est pas de l'information qu'ils nous ont communiquée à nous autres. Je ne sais pas ce que les autres membres du comité de bylaw pensent, mais mon opinion, c'est que c'est le désir du conseil que le comité regarde l'option de 20 ans, qu'on le fasse. Si c'est le désir du conseil, mais ça, c'est mon opinion à moi. Y a-t-il une grosse différence? Je ne sais pas, tu as mentionné de payer des intérêts de 15 ans à 20 ans. As-tu une ballpark figure de ce qui ferait la différence? Comme ça va-tu? Pas encore. Okay. C'est ça la réponse courte. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre ces nombres ensemble pour la réunion de soir. Ça peut se faire assez vite, mais mon horaire ne m'a pas permis de l'avoir parlé pour le soir. L'inquiétude qui est soulevée, c'est que, tu sais, avec la bylaw, là, ils nous ont demandé de la modifier, ils l'ont modifié. Là, ça fait pas juste ça qu'ils voulaient, là, ils voulaient la modifier. Je veux dire, la question vient, c'est la bylaw. Je veux dire, on va tirer un cran et les bylaws jusqu'à temps que ça rencontre le besoin ou bien donc. C'est ça maintenant. Je veux dire, je ne suis pas nécessairement fait dire qu'il ne faut pas le faire. C'est une précédence qu'on crée lorsque c'est qu'on n'aime pas une bylaw, il faudrait de la modifier jusqu'à temps que ça rencontre les besoins. Neil? Oui, je comprends. Je sais que la bylaw, on avait mis, ou je ne sais pas qui ce qui avait mis le temps, la bylaw de 10 ans, mais il n'y a pas de raison pourquoi c'était 10 ans, ça aurait pu être 25 ans. Je sais que si on met ou qu'on décide d'aller à 20 ans, ou que le bylaw comité décide, ou le conseil décide, que faut encore qu'ils aillent voir tous les citoyens de ce chemin-là. Puis je ne sais pas c'est que le pourcentage, c'est que c'est 2 tiers du monde faut qu'ils votent en faveur. Je sais que du monde qui a rien que des tares, je ne sais pas ce que ça a dit. Il y a du monde qui a des sections de tares de 5-6 morceaux de tares, il faut qu'ils payent un gros pourcentage. Il ne faut peut-être pas être d'accord.
Je ne sais pas. Peut-être que c'est fera d'accord parce que ça va peut-être monter la valeur de ces terres et il y aura peut-être plus de développement qui va se faire, là. Je ne sais pas. On n'a pas le futur, mais moi, si on décidé d'aller à 15 ans, on fait une fois pour toutes, à 20 ans, on est notre 7. Si les autres diront voir le monde, et puis il faut qu'on ait une réponse des yeux par après. Sinon, je veux dire, il faudra scraper la balle, right up, pour avoir un développement d'un autre chemin quelque part. Je veux dire. Ça, c'est mon opinion. Ça fait que l'idée, plus ou moins, de leur part, je ne sais pas quoi ce que les autres membres ou les autres résidents sur ce chemin-là pensent, mais moi, Peter Evans, puis Godard pense qu'à le mettre à 20 ans, le payment term, pour le terme de 20 ans, c'est plus ou moins pour réduire le paiement par an. C'est tout. C'est essentiellement ça. Ils trouvent que le coût est rare. Leur intention, ça a été de faire un chemin plus étroite pour réduire le coût. Mais c'est quelque chose que le bylaw committee n'était pas en faveur de, puis qu'ultimement le Conseil a dit non, on n'est pas prêt à considérer cette option-là. Alors, essentiellement, ils sont en train de regarder pour d'autres moyens pour réduire le coût. Moi, présentement, on n'a pas reçu aucun feedback de Redor Peter par rapport à ce que c'est que la position du groupe ou des résidents de la Pointe-à-Maraude. Je ne sais pas c'est quoi leur réaction par rapport à ce qu'on avait proposé 15 ans. Je ne sais pas si ça a été, si ils ont eu la réunion ou si ils sont en train d'essayer de l'étendre à 20 mois parce qu'eux autres ils rurent que ça serait pas acceptable. Ils ne pensent pas que ça va être acceptable. Mais on n'a pas eu de réunion formelle avec les résidents pour voir où ce qu'ils sont là. Et comme le sous-préfet a mentionné, il n'y a pas de garantie non plus que 20 ans, ça va descendre le prix à un point qui va satisfaire les résidents du chemin. Ça ferait devant un bon point d'attendre une réponse des résidents ici qui voulaient pour 20 ans ou pas. On était bien de faire ça pour exemple. Peut-être bien qu'on nous dit 20 ans, puis qu'ils l'ont dit non. Puis je ne sais pas qu'elle a bien place. C'est quand ils disent oui, leur pouvoir faire une fois aussi. Moi, je peux certainement leur fournir l'information pour le 20 ans. Comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui prend longtemps. La dernière fois pour le 15 ans, quand on a dit qu'on serait prêt à considérer 15 ans, on n'avait pas fait un amendement à la bylaw à cause qu'on s'était dit on est prêt à considérer 15 ans, mais on ne va pas faire un amendement avant qu'on ait quelque chose de concret de votre groupe, comme quoi que les résidents du chemin sont prêts à accepter ça, parce qu'on ne va pas faire ce travail, c'est pour rien. Parce que, comme vous savez tous, amender des bylaws, c'est un processus. On n'a pas eu ce feedback-là. Ou on peut prendre pour acquis que la correspondance de Peter, c'est la réponse. Ils ne sont pas prêts à accepter 15 ans. Si c'est ça le cas, ils peuvent fournir l'information pour 20 ans. Puis voir c'est quoi leur réaction. C'est comme que le préfet assurerait, ça crée une précédence qu'on est toujours en train de garder à modifier et de rendre notre position. Si c'est qu'on demande pour une réponse auprès du time frame, il y a 2 mois, 3 mois, puis il y a une réponse, puis nous vous en une. Parce que ça va. Travailler. C'est mon opinion. Marek, pour clarifier, avez-vous eu une réponse pour le 15 ans? Comme il a été, puis vu tout le monde, puis dire, c'est ça que le Conseil propose, puis tu sais, 2 tiers ont dit non aussi? Non. Moi, j'ai fourni l'information qui m'ont été demandées au mois de décembre, avant les fêtes, qui incluait une spreadsheet avec qu'est-ce que ça représentait comme un paiement pour tous les résidents du chemin de la Pointe-à-Maraude. Ça, c'est la première correspondance que j'ai eue du groupe. Mais que ça n'aurait pas eu de discussion avec eux autres par rapport à si ces discussions-là avaient eu lieu avec les résidents et s'il y a encore le pourcentage nécessaire, que je pense que c'est le 2 tiers des résidents qui sont en faveur de... mais le plus longtemps que ça va, là, nous autres, on a un estimé qui est déjà 3-4 mois de vieux. Alors, le plus longtemps que ça va, là, cet estimé-là, c'est comme tout autre. Les prix rares dans pas longtemps et ils ont tendance à augmenter. Alors,
Puis c'est seulement une estimée aussi, c'est pas quelque chose qui a été approuvé par notre ingénieur. Alors, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Ça n'a que ça me chambre, c'est que c'est à 10, le conseil a dit oui au 15, qu'il avait une obligation d'amener ça au monde qui reste sur le chemin pour prendre le vote, pour savoir que c'est vraiment non, ou voir qu'il dit que c'est trop tard, mais ça serait intéressant de voir ce que les résidents ont à dire. Je ne sais pas à quoi vous pensez ou tu penses là. Mais... Et in fairness à Peter, Peter, dans ce cas-ci, il n'a pas posé la question non plus. Ça, peut-être, cette discussion-là, peut-être, il y a peut-être une réponse à la question. Et si oui, il peut certainement demander et vous la partagerez. Si je comprends bien dans son courriel, c'est que puisqu'on avait décidé de point réduire la largeur du chemin, que le champ est de 10 à 15 ans, ça la point réduire le coût de beaucoup. Si qu'on a dit, OK, le chemin, vous pouvez le construire à 25 pieds de large, à 15 ans, ça a été raisonnable pour le mais puisqu'on a point réduit ça, ça change point beaucoup ça réduit point le coût encore. C'est ça qu'il aimerait faire, de réduire le coût. C'est ça, les scénarios qu'on avait considérés avant la recommandation du Bylaw Committee et la décision du Conseil, on avait également exploré la décision de quoi ce qu'une réduction dans la largeur du chemin pourrait représenter en termes de coût. Puis c'est vrai que ça serait moins cher. Mais là, on rentre dans tout un autre problème au niveau d'offrir des services. Les grades TIR ne vont pas mettre une grade sur un chemin qui ne rencontre pas leurs normes. Au niveau des autobus scolaires, les deux conseils scolaires nous ont confirmé qu'il n'y aurait pas d'autobus sur ces chemins-là. Puis, je veux dire, toute l'affaire des vidanges aussi, que ça pourrait être problématique si le chemin est trop étroit. Alors, ça, c'était un gros facteur dans la recommandation du Bylaw Committee, comme tu le sais, et la décision du Conseil d'exiger qu'on respecte les normes de TIR pour n'importe qui avant qu'on considère de prendre responsabilité pour l'entretien du chemin. Je ne suis pas à 100% sur ce que le conseil est là-dessus, mais si vous voulez, je peux communiquer avec Peter, voir s'ils ont eu la discussion avec leurs résidents et si oui, qu'est-ce que le résultat de cette discussion-là. Comme je dis, il peut facilement fournir les informations, mais il communique que voici ce que ça représente. C'est pas une promesse qu'on va le faire, mais au moins tu auras l'information pour présenter à tes résidents, puis au moins le prendre de là. Moi, je suis d'accord que tu représentes ou tu as fourni des chiffres pour une période de 20 ans, mais ça ne va pas dire qu'on va accepter ou changer notre règlement. Parce que comme qu'il existe à cette heure, il a encore 10 ans. C'est ça. Puis la manière que la bylaw est écrite, même si le groupe à la Pointe-à-Marin, ou n'importe quel groupe qui nous demande de prendre un chemin, s'ils respectent les normes de la bylaw, c'est encore la décision du Conseil. Il n'y a rien qui nous oblige, de la manière que la bylaw est écrite, d'accepter de prendre le chemin. C'est une décision, c'est à la volonté du Conseil d'accepter de prendre le chemin ou non. Et pour moi, ma dernière commentaire, c'est juste pour trouver un chiffre qui est raisonnable. Jusqu'on arrête, au moins 10 ans, c'est raisonnable, mais 20 ans, c'est trop haut, ou 15 ans. Non. Ça fait que moi, pas de problème à fournir les chiffres, mais à la fin de compte, il faudra qu'on se décide si 15 ans, c'est la limite. On n'a pas besoin de prendre cette décision l'autre soir. conseil d'où ça? Je crois que c'est pas l'intention qu'il avait été voir le résident à cause de ça que M. Commodé, de 10 ans à 15 ans, il n'y avait pas un gros change. Comme le conseiller Thibault dit, je crois qu'il faudrait bailler les chiffres, que M. Commodé, il a baillé les chiffres pour 20 ans, qui allent voir le citoyen,
Peut-être que le monde ne va pas être d'accord et ça va finir là. Si c'est d'accord, là, ça reviendra back au Conseil et on prendra une décision à ce temps-là. Moi, c'est ça mon opinion. Ça, vous êtes tous cas. C'est un petit commentaire. Je ne sais pas où combien longtemps passé que ce bail-là avait été fait pour les 10 ans. Mais si ça fait longtemps, c'est comme tout les temps changent, ça va peut-être que 20 ans, c'est peut-être raisonnable. Fait que c'est ça veut dire. Mais ce qu'on est des prix, voir comme pour pouvoir comparer de 10 ans à 20 ans, là, on va peut-être bien dire 20 ans, c'est lorsqu'il faut qu'on aille. Fait que moi, je crois que ça va peut-être prendre des numéros avant de pouvoir décider de décès à 20 ans. C'est peut-être lorsqu'il faut qu'on aille à 20 ans. Pour être comment est-ce qu'on dirait ça, pour s'attraper aux années. Si. Ça, vous êtes tous d'accord avec ça? Ensuite, alors la 9, rapport du directeur général. Plusieurs des dossiers ou des programmes que vous parlez dans mon rapport, normalement, on n'a pas eu grand développement depuis le mois de février, simplement à cause qu'on est en train d'attendre des informations ou des décisions des autres paliers gouvernementaux. Alors, pour ce qui est de l'usine de traitement des égouts à la Pointe, ainsi que l'extension du système des égouts pour le long du chemin John Thibodeau, on n'a pas eu de nouvelles ou de nouveaux développements depuis la dernière réunion. Pour ce qui est du hub culturel, comme vous le savez, on va soumettre une demande à l'APECA pour une augmentation de 30 000 $ au financement. La municipalité a déjà approuvé leurs 30 000 $. Afin d'avoir une idée des prix pour les travaux qu'on voulait faire, on a lancé un RFP. Ce RFP-là va fermer de mai à 2 heures de l'après-midi. On a déjà reçu des bids. Alors, dépendamment du prix des travaux qu'on veut faire, là, on sera en position de finaliser notre demande à l'APECA. Alors, on espère pouvoir avancer ce dossier-là sous peu. Pour le Clare, le 250e de Clare, le Clare Visitors Guide va sortir bien vite et la liste des 250 choses à faire dans Clare est inclue là-dedans. Il y a également une page Facebook du 250e de Clare. Et il y a des posts qui se font mettre là sur la page à tous les jours. Le logo du Clare 250e a été lancé. Pour ce qui est des bouteilles de vin, les labels qu'on voulait pour les bouteilles de vin, on en avait reçu 14, comme vous le savez. Le comité de sélection a choisi 2 images. Les artistes qui ont été choisis sont Denise Como et Diane Nadon. Et le lancement qui est prévu pour ce vin-là, ça sera au début juin. On a également lancé un communiqué de presse qui a été publié pour souligner le 250e de Clare. Puis la dernière chose sur ce dossier-là, c'est qu'on a soumis, suite à une réunion avec les affaires acadiennes et la francophonie, on a soumis une demande de financement de 35 000 à la province. Et ça a été, on était encouragé par le bureau de soumettre une demande de financement. Alors, il semble avoir de l'intérêt là. Alors, on espère une réponse positive. Pour ce qui est du phare au Cap-Saint-Marie, l'ouverture du parc a été confirmée pour le 17 mai à 3 heures de l'après-midi. On a parlé au député fédéral Colin Fraser et M. Fraser sera disponible et a l'intention d'y assister. Le site web pour le nouveau parc sera lancé la semaine du 2 avril. Les réparations au toit seront finalisées au début avril. Et les panneaux interprétatifs pour le site, les autres, comme je l'ai dit plus tôt, sont tous prêts et seront installés vers la mi-avril. Et finalement, l'enseigne qu'on va placer sur l'autoroute, sur la 101, l'enseigne est fabriquée et l'installation, on me dit que l'enseigne sera installée tôt au mois d'avril. Alors, le projet là avance bien. Pour ce qui est de la caserne des pompiers ou la fire hall à Saint-Bernard et le centre communautaire, l'inspection électrique est complète. Les murs à l'intérieur, les nouveaux murs ont tous été construits et érigés. Et Delmar est présentement en train de mettre le gyp rock pour finir l'intérieur.
Les footings pour l'extension derrière l'édifice qui vont loger les salles de bain et les salles de rangement ont été faites. Et les footings pour les truck bays sont également faites. Je ne sais pas le terme en français, mais les pony walls pour les truck bays ont été pourrés aujourd'hui. Et les murs en bois pour les truck bays seront montés la semaine prochaine. Alors, tout ça pour dire, le projet là en train d'avancer vraiment bien et pas mal vite, alors c'est du positif. Pour la boundary review, Russ, on en a déjà parlé au Conseil, mais Russ, pour les gens qui écoutent aux ondes, comme partie du boundary review, l'audition publique ou la public hearing de la UARB va avoir lieu ici au bureau municipal le 26 avril 2018. On va avoir 2 réunions. Et la première réunion aura lieu à 1h de l'après-midi. La deuxième réunion aura lieu à 7h du soir. Les 2 réunions sont ouvertes au public. Et en discutant avec la UARB, on me dit que les autres, c'est à leur discrétion de s'ils ruent que ce n'est pas nécessaire d'avoir une deuxième réunion, ils se réservent le droit d'annuler la réunion de 7 heures s'ils ruent que ce n'est pas nécessaire. Mais pour l'instant, il va y avoir 2 réunions. C'est la URB qui est responsable de préparer les annonces pour ces réunions-là. Et aussitôt qu'on les reçoit, on va les afficher. Le Grand Fondo, en date du 21 mars 2018, aujourd'hui, on a 153 participants qui ont enregistré. Il inclut 40 participants de l'extérieur de la province. Pour ce qui est de nos sponsors pour le logement, l'année dernière, on en avait 4. Cette année, on en a 2, l'Admiral Digby et l'Annapolis Basin Conference Center. Digby Pines et la Royal Grand Hotel ont refusé de partnerer cette année. Pour la promotion de notre jersey a commencé aujourd'hui. Essentiellement, puis pour ceux-là qui se réalisent pour l'activité, pour le Grand Fondo. Si les gens se réalisent avant le 31 juillet, ils reçoivent un free jersey. Il va également avoir un communiqué de presse qui sort par rapport à ceci. C'est quelque chose qu'on est en train de promouvoir sur les médias sociaux. Et finalement, il va y avoir un bulletin électronique, un email newsletter qui va sortir aussi. De plus, on a des annonces sur Facebook surtout qui ciblent les marchés à l'extérieur de la province de Nouvelle-Écosse. Eux autres vont commencer en avril. Puis ça, c'est l'argent pour ça, c'est de l'argent qui nous vient du Tourism Nova Scotia. C'est 5 000 $ qu'on a reçu de la province. Pour ce qui est de la position financière de la municipalité, en date du 28 avril 2018, la municipalité avait des revenus de 8 678 772 versus des dépenses de 7 517 262 pour un revenu net de 1 161 510. Également, en date du 28 février, la municipalité avait une balance de 1 369 971 $ dans son compte de banque, 288 716 dans son fonds de capital et une balance totale en réserve de 4 202 230. Alors, ce dernier chiffre-là peut se diviser de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 440 257. Notre réserve pour des prorats capitaux, 2 646 567. Notre landfill closure reserve, 318 610. Et notre gas tax reserve, 796 796, ce qui représente le versement total pour la dernière année fiscale. À l'interne, quelques petits points là, comme l'exercice financier est présentement en cours l'exercice de la préparation du bureau pour 2018-2019 est présentement en cours. On vous propose de manière tentative une date du 9 avril, qui sera un lundi, pour avoir une réunion spéciale du Conseil pour réviser les baux du bureau, si ça vous va comme date. Aussi, à titre de rappel, la date limite pour les demandes de financement sous Grants to Organizations pour 2018-2019 est le 30 mars 2018, alors la semaine prochaine. On a reçu, je dirais, environ une dizaine de demandes jusqu'à date. Mais juste à titre d'information, si quelqu'un vous demande, le formulaire de demande est disponible sur notre site web.
Et au niveau du personnel, les évaluations du personnel sont présentement en cours, avec le but d'avoir le tout fini le 30 mars, alors la semaine prochaine. Quelques réunions que j'ai assistées depuis février 21. J'ai participé au forum d'immigration qui a été organisé par le CDN le 7 mars ici à l'Université Sainte-Anne. J'ai également participé à la Association of Municipal Administrators Western Regional Meeting le 9 mars à Digby. On a eu notre tax sale le 10 mars ici à la municipalité. Lundi, le 19 mars, je me suis rencontré avec les vérificateurs Grant Thornton comme partie de le pre-planning, pre-audit planning, qui est un exercice qu'on fait tous les ans en préparation de la vérification qui aura lieu plus tard cet été. Et un matin, aujourd'hui, le 21 mars, j'étais en cours à Digby avec Lynette Muse pour regarder au dossier du centre médical. Et je suis heureux de rapporter que ça, c'est maintenant clos, que la rue Rockhart-des-Lords sous le Quieting of Titles Act, et tout ça, c'est réglé final. Quelques réunions qui s'en viennent, comme j'ai souligné plus tôt ce soir, je me rencontre avec le Belleville Cove Development Commission demain. J'ai une réunion par rapport à l'Eco-Park lundi prochain, le 26 mars. Il y a la consultation avec l'Université Sainte-Anne pour regarder, portant sur leur nouveau plan stratégique qui aura lieu le 28 mars, mercredi prochain. Et finalement, une réunion de la Clare Health Foundation le 10 avril. Et ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Merci. Tu as mentionné pour le Grand Fondo deux places qui participent, qui n'ont pas participé. La Pine, ton ami, puis... ça, il aura c'est des sortes qu'il aura des participants, puis ils vont plus... C'est des sortes que ça... Excuse. Ce qu'on demandait pour nos partenaires, nos accommodation sponsors, c'est que on fait de la promotion pour eux autres comme partie de l'événement, et on demandait une contribution des autres de $400. L'année dernière, c'était quatre entreprises-là, compagnies-là, ont jugé bon de financer l'événement. Cette année, Digby Pines a dit non. Et la Rod Grant, c'est un nouveau gérant. On l'a communiqué avec lui, et il a dit pour cette année, à cause qu'il est en train, essentiellement qu'il est nouveau, il a refusé pour cette année, mais il a certainement gardé la porte ouverte qu'on allait le voir l'année prochaine. La réalité, c'est que l'événement est rendu grand, c'est que le monde qui souhaite y participer vont aller à ces places-là de toute façon. Mais ça étant dit, pour cette année, on a perdu 2 de nos commanditaires. C'est pas pour dire qu'on les aura pas de nouveau, mais pour cette année, on a 2 hors de 4. D'autres questions? Ensuite, allons au rapport des comités 10.1, rapport des permis de construction d'année. In February of 2017, there were 4 permits issued for $308,000 of construction. And in February of this year, there was 4 permits issued as well with $88,000 worth of construction. But the year to date, last year at this time, we had $430,000, and this year at this time, we're over double that. We're up at $891,000. So it's a good start to the year. Marché, as-tu des questions? Ensuite, allons à la 11 nouvelles affaires. 11.1, motion pour contribuer au REU régional 2018. So, la réunion du comité du Conseil a envoyé une présentation et une demande de $10,000 pour les REU. So, ça y prend une réponse vite à ça. So, l'avons mis sur la ronde ce soir pour discussion et par une décision. Mais je ne sais pas quoi c'est que le désir du Conseil. Hector? Mets ton micro, s'il vous plaît. Je regarde ici, là, puis en haut, c'est 10 000, je suis l'anglais, je suis à français, c'est 3 000. C'est 10 000. Ah, OK. Oui, c'est 10 000. Rien que pour un petit contexte, la dernière fois que les REU ont été dans Clare, le Conseil
avait accordé 10 000 pour l'activité. So, Hector? C'est que tu veux là. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare contribue un montant de 10 000 au feu régional 2018, feu d'Acadie. Puis par Neil, as-tu de la discussion sur la motion? Non? Comme Kirk dit, c'est un montant à avoir donné dans le passé et ça mène beaucoup de monde à la Réunion. Et certainement, ils travaillent fort pour mettre les voies en ordre. So, en disant ça, si vous êtes prêts pour la question, tous en faveur, indiquez en disant oui. Count. Motion adopté. So, je ne sais pas, Eric et Carl étaient en conflit, mais ils sont certainement aussi que tu vas aller les chercher. Ensuite, 11.2, motion pour enregistrer Clare Ground Search and Rescue comme un fournisseur de services d'urgence. Là, tu en parlais un petit peu. En parler brièvement. C'est une suite à une demande qu'on a reçue de Ground Search and Rescue pour les enregistrer comme un Emergency Services Provider. C'est quelque chose qui a été recommandé par leur association provinciale et c'est quelque chose qui se fait dans d'autres districts. Pour le faire, la municipalité a mis en place un Emergency Services Provider Registration Policy au mois de février. La politique là est maintenant en vigueur. Et puis ça a été développé en fonction de l'MGA qui explique qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est exigé de la municipalité. Mais tout ça pour dire, c'est pas rien qui va nous coûter, ça nous oblige pas de leur offrir du financement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement un département de la municipalité. C'est simplement qu'ils sont enregistrés auprès de la municipalité comme un Emergency Services Provider qui permet des efficacités au niveau de IMO si jamais faut qu'on active notre Ground Search and Rescue. Ça facilite ou ça streamline le processus. Alors, ça étant dit, la recommandation du personnel, c'était de enregistrer Ground Search and Rescue comme un Emergency Services Provider. Et ils nous ont fourni le formulaire nécessaire rempli selon notre politique. Est-ce quelqu'un qui va faire la motion? Conseil de... Merci. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare enregistre Clare Ground Search and Rescue comme étant un fournisseur de services d'urgence avec la municipalité. Appuyé par Conseil Hill, as-tu de la discussion sur la motion? Non, tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.3, motion pour fixer l'exemption sur les taxes de propriété pour l'année fiscale 2018-2019. Comme tous les ans, comme partie de l'exercice de planification budgétaire, il faut qu'on fixe notre taux d'exemption pour les foyers à faible revenu. Suite à une petite analyse ad hoc qu'on a fait en regardant c'est quoi les taux présentement en vigueur dans les autres municipalités, on a jugé bon de garder notre taux à 300 $, mais d'augmenter si tu veux, le seuil le seuil du revenu annuel minimum. Alors, ce qu'on propose, c'est de garder le montant de l'exemption à 300 $, mais d'hausser le revenu minimum de 18 500 à 19 000 $. Et ça, essentiellement, pour une famille gagnant 19 000 $ par an ou moins, il y aura droit à l'exemption de 300 $, une réduction de 300 $ sur leurs impôts fonciers. Est-ce quelqu'un qui va faire conseiller? I move that the council for the municipality of the District of Clare set the 2018-2019 low-income property tax exemption amount at $300 for households earning less than $19,000 per annum. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par
Conseil Potier, y a-t-il de la discussion sur la motion? Certainement, ça veut dire que je crois que c'est de quoi d'important pour les résidents. Si c'est des fois, on pense que c'est peut-être pas assez, mais ça fait une grosse différence pour ceux qui en ont besoin. So, en disant ça, êtes-vous paré pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.4, motion pour écrire une lettre d'appui pour la Société acadienne de Clare. La Société acadienne de Clare nous a approché pour appuyer un deuxième projet, encore sous le thème d'engagement civique et leadership et la jeunesse. Le projet ici est intitulé Leadership d'aujourd'hui et demain, comme partie de la demande de financement qui vont soumettre au gouvernement fédéral. On leur demande, ou le gouvernement fédéral leur demande de démontrer qu'il y a un engagement communautaire ou de l'appui communautaire envers le projet. Et surtout, si possible, des lettres d'appui. Alors, ça étant dit, la société nous a demandé de préparer une lettre d'appui pour leur programme. Le programme Leadership aujourd'hui met essentiellement 3 volets, l'environnement, le leadership et l'engagement civique. Le programme sera d'une durée de 17 mois et sera coordonné par une personne avec l'expérience avec les jeunes. Il y aura 3 formations relatives au thème que j'ai mentionné plus tôt, alors l'environnement, le leadership et l'engagement civique. Tous les participants vont également suivre la formation de Leader in Me. Puis une partie intéressante, en tout cas que moi je trouve intéressant du programme, c'est Ron qui participe au programme va mettre 150 heures de bénévolat dans la communauté, et cela dans la mesure du possible en français. Et l'objectif du programme, c'est de travailler avec 30 à 40 runs et espérons générer environ 5000 heures de bénévolat pour la communauté. Quelqu'un qui va faire la motion, Yvon? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre à la Société acadienne de Clare pour appuyer leur projet intitulé Leader d'aujourd'hui et demain. Puis ça? Appuyé par le conseiller Thibault. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.5, motion pour écrire une lettre au département des affaires municipales de la Nouvelle-Écosse et à l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. Voulais-tu parler là-dessus un petit? Ou? Certainement. Ceci, c'est suite au rapport qui a été préparé par la Commission sur la représentation effective électorale des Acadiens africains de la Nouvelle-Écosse. À l'intérieur des recommandations de ce rapport-là, il y avait 2 recommandations en particulier. La recommandation numéro 20 et 21, qui touchait spécifiquement sur la municipalité Clare. La recommandation et la prestation de services en français. Clare étant la seule municipalité en Nouvelle-Écosse qui offre ses services dans les 2 langues officielles. La recommandation 20 dit « The Department of Municipal Affairs, in collaboration with the municipality of the District of Clare, should identify and implement a strategy to recognize the municipality of Clare as officially bilingual as part of the Municipal Governance Act review. » La recommandation 21 nous dit « The Department of Municipal Affairs should identify, in collaboration with the Office of Acadian Affairs and Francophonie, strategies and funding to support the provision of French services by municipalities, notably, but not limited to, the municipalities of Clare, Argyll, Richmond, Inverness, and Halifax. » Alors, la lettre, c'est essentiellement pour, suite à la discussion avec le Conseil, que le Conseil avait jugé bon de poursuivre avec ces recommandations-là. On m'a demandé la première étape, ça serait essentiellement de préparer une lettre pour inviter le Department of Municipal Affairs, le ministre Maubourquette, et les Affaires acadiennes et la francophonie, la ministre Diab, pour une réunion, soit ici ou à Halifax, pour discuter de comment est-ce qu'on initie ce processus-là. Reconnaissant que certainement, si on veut aller et offrir la prestation, reconnue comme une municipalité bilingue sous la MGA,
il y a certaines obligations qui viennent avec ça. Ça représente un gros montant de travail et il y a un coût à ça aussi. Alors, partie de la stratégie, ça sera comment est-ce qu'on adresse ces défis-là. La lettre, ce sera essentiellement pour les inviter à la table pour avoir la discussion. So, on a vous parlé pas mal la dernière réunion et pour que le public sache, c'est pas quoi qu'on aurait décidé de faire de soir. C'est assez la grandeur du comité du Conseil. Ça fait un élan que le Conseil est au courant. Et avez-vous fait une mention pour recommander au Conseil d'écrire ces deux lettres-là? So, y a quelqu'un qui va faire la mention? Conseiller Potier? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre au département des affaires municipales de la Nouvelle-Écosse et à l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse, demandant une rencontre pour discuter des recommandations proposées par la Commission sur la représentation effective électorale des Acadiens et Africains de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par le conseiller Deveau? As-tu de la discussion sur la mention? Comme je dis, on a nouvellement parlé la dernière réunion, là, mais certainement, on a pas mal décidé. Êtes-vous prêts pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.6, invitation à l'Université Sainte-Anne. Je crois que la dernière réunion du Conseil, dans mon rapport, avait parlé que l'Université Sainte-Anne est en train de faire son plan stratégique de 5 ans. Puis il aimerait que le Conseil participe dans cet exercice-là. So, il m'a demandé que vous envoyez l'invitation. C'est mercredi prochain à l'université à 6 heures, le 28. Alistair est le consultant là, puis le million content de conseillers qui voulaient participer se rendent là pour participer. So, je sais pas, ils m'ont pas dit s'il faudrait dire qui pouvait y aller au point. Moi, je vais y aller. Mais si vous pouvez vous rendre, certainement, ça ferait apprécier. Je sais qu'il y aura 3 conseillers qui ont une réunion de CFFA à Havelock, je pense, c'est le 28. 28, Danny? Yeah. So, c'est là qu'ils pouvaient se rendre. Moi, je vais y aller. Je crois que Stéphane va y aller aussi. So. C'est-tu juste dans cette... C'est la 4e place dans la boardroom. Là. Eric, tu vas y aller, et Brian. So, avoir une bonne représentation. OK. So, ça, c'est... Je quitterai le message que la majorité va pouvoir se rendre. Ensuite, session à huis clos. Avoir 2 items à huis clos. 12.1, évaluation du directeur général. Puis 12.2, département d'incendie de Saint-Bernard. Ça, pour ceux-là qui sont aux ondes, je vais dire bonsoir. Ça prend une motion pour aller à huis clos, proposée par Neil, puis par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Ah oui. Alors, prendre